Des maisons de Boribana dans la commune d'Atekoubé ont été détruites hier pour répondre à l'exigence de la construction du quatrième pont. Nos reporters ont rencontré des occupants de ces maisons et aussi les responsables du projet de transport urbain d'Abidjan. Et puis le projet de loi relatif au nom adopté aujourd'hui par les députés, désormais la mère peut décider de faire adjoindre son nom à celui du père de sorte que l'enfant peut porter un nom double. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Deuxième phase de déguerpissement des populations de Boribana dans la commune d'Atekoubé en raison de la construction du quatrième pont. L'opération s'est déroulée ce lundi. Les populations concernées disent ne pas être prévenues et toujours en attente du paiement des indemnisations, ce que démentent les responsables du projet de transport urbain d'Abidjan. Bintou Pekele a rencontré les deux parties. Son reportage commenté par Dangui Dangui. Quartier Boribana, dans la commune d'Atekoubé, il est 15h30. Doucouré fouille les décombres de sa maison après le passage des démolisseuses ce lundi 11 mai. Ce quadragénaire est né ici, mais aujourd'hui il doit partir. Sa maison de fortune se trouvait à l'emplacement de la construction du quatrième pont qui va relier les communes d'Atekoubé, d'Adjamé et du plateau à la commune de Yopougon. Bon, je suis allé chercher des tôles. Ce qui est bon, je vais tirer ça, on met à côté. Puis je vais aller vendre. On ne nous a rien dit. Rien, personne. Pour la deuxième phase du déguerpissement du quartier Boribana, ce sont 4 cours communes qui ont été démolies, nous dit Issima Koné, propriétaire d'une des cours. Juste à côté se trouve une dizaine de cours qui seront bientôt détruites. La prochaine étape de la libération de l'emprise du quatrième pont. Les occupants disent attendre leur indemnisation. Notre dossier est à la justice pour le moment. Ils n'ont pas encore tranché. Mais à notre grande surprise, hier, on nous annonce que Noko il doit casser 4 coups. Ils ont cité les noms de ces 4 personnes. Ils sont venus, ils ont cassé. Voilà ma cour même qui est là en face. Donc on dit qu'ils vont casser pour nous dans les jours à venir. Donc ça fait partie de la deuxième phase. On ne sait pas. On n'a pas été dédommagés, on n'a pas été relogés. On nous a parlé même qu'il ne faut pas qu'on va excuser quelqu'un, c'est ce que le président a dit dans le temps de confinement, mais on ne comprend pas. Si les habitants de ce quartier disent ne pas avoir été indemnisés ni prévenus, que disent les responsables en charge du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA? Riviera 2, Ageroute, le coordonnateur adjoint du projet relate les faits. Dans le cadre du projet, il y a eu une première libération d'emprise le 30 novembre. Lors de cette libération d'emprise, il y a des bâtis que nous n'avons pas touchés parce que ces bâtis, les propriétaires n'avaient pas encore signé les certificats de compensation, les PV de négociation. Ils n'étaient pas d'accord sur les différents montants que la cellule de coordination leur proposait à l'issue de l'étude du PAR qui a été validée par la BAD et qui a été validée aussi par un comité interministériel à cet effet. Il y a eu un procès et ce procès a été soldé par une décision le 14 février qui, dans la décision, demandait à ces personnes de libérer l'emprise tant de leurs biens, d'eux-mêmes et de toute personne de leur chef. Les 4 plaignants qui sont dans l'emprise ont fait une requête auprès du tribunal de premier appel d'Abidjan pour demander qu'on puisse surseoir à cette décision. Le premier président du tribunal de la cour d'appel d'Abidjan a rejeté leur requête le 15 avril. Donc nous avons le courrier de l'AJT qui dit que cette décision a été rejetée. Et l'AJT nous dit dans ce courrier que l'État doit pouvoir poursuivre le processus de déguerpissement de ces personnes-là. Le mardi 5 et le mercredi 6, il y a eu des visites sur le site avec ce huissier et un lieutenant de la préfecture de police d'Abidjan pour aller voir quels étaient les bâtis concernés. Sinon, dans le cadre du procès, les ressources qui ont été prévues sont mises dans un compte séquestré. Elles pourront être mises à leur disposition à tout moment. Il faut qu'elles puissent signer la documentation qui va avec. L'opération a été planifiée pour le lundi matin et l'opération a démarré à 8h30 pour s'achever à 11h40. À la question de la pertinence du déguerpissement en cette période de crise sanitaire, Salimata Koulibaly répond. Par rapport à la situation de crise à coronavirus, nous avons pris des mesures d'accompagnement à ces personnes. On leur a proposé une aide au relogement
Et ces personnes n'ont pas accepté cette aide au relogement, alors que cette aide au relogement n'a rien à voir avec les indemnités d'éviction que ces personnes devront avoir normalement. Et c'était à la charge de Ageroute. Selon le coordonnateur adjoint du projet de transport urbain d'Abidjan, 11 488 personnes ont signé un certificat d'indemnisation sur 13 174 personnes identifiées pour la libération de l'emprise de la construction du 4e pont reliant la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé, d'Adjamé et du Plateau. À ce jour, près de 11 milliards de francs CFA ont été effectivement versés à 6 332 personnes et 5 sites de 68 hectares sont en construction pour les personnes désirant se faire reloger par l'État. Voilà, c'était un reportage de Bintou Pekeli. Intéressons-nous à l'ambiance du premier week-end après l'annonce de la levée du couvre-feu et la réouverture des maquis, restaurants et autres lieux de réjouissance à l'intérieur du pays. Après l'annonce du président Ouattara, ces espaces de restauration et de détente ont repris du service. Notre correspondante Ève Boué a fait le tour de quelques-uns de ces lieux et c'était à Guiglo. L'espace gastronomique de la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo fait son relooking suite à l'annonce de la levée des mesures de fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle. La joie est manifeste pour les tenanciers de ces lieux. Nous sommes contentes. Ça fait que on n'a pas pu dormir même. Tout le monde voulait qu'il fasse vite jour pour pouvoir reprendre les activités. Après l'annonce, vraiment, j'ai commencé à recevoir assez de coups de fil. Les gens m'appellent. On dit quoi? Tu as suivi la RTI? Je dis non, malheureusement, il était couché. Il dit ah bon, demain tu travailles. Après le ménage, certaines espèrent même un coup de main pour relancer leurs activités. Et puis j'attends Dieu. Comme j'ai entendu à la télévision qu'il y a des fonds qui ont été débloqués pour les femmes qui ont les maquis et les restaurants fermés, c'est ce que moi j'attends. À Guiglo, pour ce premier week-end de réouverture de ces sites de restauration et de détente, ce n'est pas la grande affluence. Toutefois, l'on est heureux de se divertir à nouveau. Quand il 21h, il faut être chez soi. Maintenant que le mode est levé, donc on sort. Le Ivoirien aime amusement, il aime s'amuser. Donc il faut qu'il sorte. Aujourd'hui, là, vraiment, nous sommes heureuses. On a préparé à la maison, mais on s'est dit que vraiment, ce serait mieux de sortir parce que, bon, on avait vraiment besoin de divertissement. C'est vrai, on est content de se retrouver dehors, mais tout en respectant les mesures barrières. Le respect des mesures barrières, une préoccupation pour le manager de cette boîte de nuit que nous avons visitée. On a vu avec mon staff, histoire de pouvoir régler un peu les entrées et puis à un certain niveau, stopper, dire simplement aux clients qui viennent que le bar est plein. Voilà, sans frustrer quelqu'un. En définitive, il faut rester vigilant et continuer de respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les praticiens de la médecine traditionnelle s'impliquent aussi dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ils entendent jouer leur partition dans la recherche de remèdes à la pandémie. C'est un reportage de Clément Boko sur lequel nous reviendrons avant la fin de ce journal. Mais sachez que depuis 1965, le 12 mai, est la journée internationale des infirmières. Cette date n'est pas choisie au hasard. C'est une référence à la date d'anniversaire de Florence Nightingale, pionnière britannique des soins infirmiers. Profession majoritairement féminine, elles sont en première ligne lors des crises sanitaires. Ces infirmières, profitons de ce 12 mai pour rendre hommage aux infirmières et aussi aux infirmiers. Des infirmiers et infirmières qui saluent les efforts des autorités ivoiriennes, mais également égrènent certaines doléances. Le reportage de Serge Coléa. Les infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire engagés aux côtés des autorités ivoiriennes dans la lutte contre le Covid-19. La journée internationale des infirmières donne l'occasion de montrer la disponibilité et le dévouement de ces agents de santé en première ligne de la riposte sanitaire. C'est l'occasion pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, le docteur Aka Wele Eje, notre ministre de la Santé, pour la mise en œuvre d'un plan de riposte contre le Covid-19. Ce plan prend en compte la mise à disposition des équipements de protection individuelle répondant aux normes en pareilles circonstances.
En plus de cela, une prime spéciale a été octroyée au personnel de santé dans les hôpitaux publics. Les organisations d'infirmiers et d'infirmières saluent le professionnalisme du personnel de santé. Elles souhaitent la mise à disposition continue des équipements de protection individuelle. Les infirmiers et infirmières plaident surtout pour la prise de l'acte instituant l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Vivre et non-vivre ont été aussi faits au COSIM et c'est Bintou Pekele qui nous en parle dans ce reportage. Enseignant d'école confessionnelle islamique, Mamoudou Kamisoko est au chômage technique depuis la crise du Covid-19. Difficile pour lui de joindre les deux bouts. Ce matin, Mamoudou reçoit un kit alimentaire au siège du COSIM des mains des responsables de l'organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social OIBDS. Un véritable soulagement. Vraiment, ça va servir compte tenu de la situation que nous vivons. Vraiment, nous remercions cette ONG qui a pensé aux enseignants, surtout aux musulmans, de ces grands mois pour qu'on puisse vraiment rompre le jeûne avec un peu de quiétude. Comme Mamoudou, ils sont au total 50 enseignants des écoles confessionnelles islamiques à bénéficier chacun de 50 kg de riz, 10 litres d'huile, 3 kg de lait et de 25 kg de sucre. Après les enseignants, un groupe de 50 imams du COSIM reçoit également les kits alimentaires d'OIBDS. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que les années à venir, on puisse avoir plus de dons afin qu'on puisse étendre, n'est-ce pas, notre don. Cette action est l'initiative d'une ONG ivoirienne soutenue par Qatar Charity. L'organisation s'est donnée comme objectif soutenir la population ivoirienne dans ce temps de crise-là et contribuer aussi au développement social. Et nous avons commencé depuis avant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes avec COSIM. Demain, on aura d'autres activités aussi à Bobo. Ainsi de suite. Toute la population ivoirienne doit être soutenue socialement. Et Qatar Charité s'est donné objectif. Et par la grâce de Dieu, il a eu comme une organisation sérieuse ici en Côte d'Ivoire, qui est l'organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social. La caravane de bienfaisance de l'organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social prévoit la distribution de 10 000 kits alimentaires aux populations vulnérables tout au long de la crise du coronavirus. À ce jour, plus de 1200 ont été donnés dans le Grand Abidjan. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, le projet de loi relatif au nom a été adopté aujourd'hui par les députés. Désormais, la mère peut décider de faire adjoindre son nom à celui du père, de sorte que l'enfant peut porter un nom double. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était face aux députés membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles ce 12 mai pour présenter le projet de loi relatif au nom. Et pour finir, sachez que les violences dans le nord-ouest du Nigeria en avril ont conduit 23 000 personnes à fuir vers le Niger et 19 000 Nigérians à se déplacer à l'intérieur de leur pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. La violence persistante au nord-ouest du Nigeria a forcé environ 23 000 personnes à fuir vers le Niger durant le seul mois d'avril et un autre groupe de 19 000 ressortissants du Niger a été contraint de se déplacer à l'intérieur du Niger. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du HCR, Babar Baloch, cité dans le communiqué de l'organisation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout gardons la foi et ayons confiance en Dieu dans ce combat contre le coronavirus.